Il voulait juste aider sa fille à passer une semaine de plus sans que les lumières ne s'éteignent. Mais lorsqu'il a trouvé le chien perdu avec son collier aux 1000 breloques, il n'aurait jamais imaginé que le propriétaire solitaire venu le réclamer serait celui qui redonnerait vie à son monde brisé. Ce matin-là, le vent était un voleur. Il volait les dernières traces de chaleur des cadres de fenêtres fissurés de leur appartement au 3e étage et laissait un froid qui s'installait profondément dans les os de Léo. Debout devant l'évier de la cuisine, il tenait d'une main une tasse en céramique ébréchée remplie d'eau tiède. Il n'y avait plus de café depuis mardi, mais ce rituel lui semblait nécessaire, un petit geste de normalité dans une vie qui s'effilochait. Dehors, le ciel était d'un gris plat et impitoyable, pesant sur les rues étroites d'une ville qui avait depuis longtemps oublié comment prospérer. Sa fille Maya était assise à la petite table de la cuisine, la tête penchée en signe de concentration, une auréole de cheveux bruns en bataille captant la faible lumière tandis qu'elle dessinait sur un bout de papier qu'il avait récupéré au dos d'une enveloppe de courrier indésirable. Elle fredonnait une mélodie sans ton, un son si pur et si léger qu'il contrastait fortement avec la panique silencieuse qui grondait dans la poitrine de Léo. L'avis d'expulsion était toujours glissé sous la corbeille à fruits, un carré de papier plié qui semblait plus lourd qu'une brique. Il avait 2 semaines de loyer de retard, un chiffre qu'il ne pouvait même pas commencer à calculer dans sa tête. Son dernier travail de menuiserie avait échoué, le client ayant prétendu avoir trouvé quelqu'un de moins cher, laissant Léo avec une armoire à moitié terminée et une pile de factures qui n'étaient plus que des rappels de son échec. Il passa une main sur son visage, la barbe naissante griffant sa peau calleuse. C'était un homme qui gagnait sa vie en construisant des choses, des étagères, des tables, des maisons, mais il semblait incapable de construire une base stable pour sa propre fille. Il regarda Maya, dont le crayon bougeait avec une détermination farouche, et sentit la douleur familière de l'amour et de la peur lui tordre les tripes. Elle avait 8 ans et était la seule chose parfaite qu'il ait jamais construite. Elle méritait mieux que cela, mieux qu'un père qui mesurait leur avenir en tranches de pain et en factures impayées. « Papa, on peut aller se promener plus tard ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Je veux trouver d'autres pierres brillantes pour ma collection. » Léo esquissa un sourire. « Oui, ma chérie, après le petit déjeuner, nous irons explorer. » Il se retourna vers l'évier, son reflet dans la fenêtre. Un étranger fatigué qu'il ne reconnaissait pas. Il avait 94 $ à son nom. 94 $ à répartir entre la nourriture, l'essence et un miracle. Mais pour Maya, il irait au bout du monde pour trouver quelques pierres brillantes. Le parc était presque désert, à part quelques feuilles éparpillées qui glissaient sur le trottoir et le sifflement lugubre et lointain d'un train. C'était le genre d'endroit qui était beau dans sa décrépitude, avec ses bancs en bois usé et ses balançoires qui grinçaient à chaque poussée. Léo s'assit sur l'un de ces bancs, regardant Maya chercher des trésors près des rosiers envahis par la végétation. Son rire était la seule couleur dans cet après-midi gris, et il s'accrochait à ce son comme à une bouée de sauvetage, une petite lueur de chaleur dans le froid envahissant. C'est alors qu'il l'aperçut, un éclair doré sur l'herbe brune. Au début, il crut que c'était un renard, mais lorsqu'il s'approcha en trottant, il se rendit compte que c'était un chien. Un golden retriever au pelage si propre et si brillant qu'il semblait rayonner. Sur le fond sombre du parc, il était nerveux, la tête baissée, comme s'il cherchait quelque chose. Il avait perdu. Maya l'aperçut une seconde plus tard et écarquilla les yeux. « Papa, regarde !» murmura-t-elle en le montrant du doigt, ganté d'une moufle. Le chien s'arrêta à quelques mètres de là, remuant timidement la queue. Il portait un collier, une simple bande de cuir foncé, mais quelque chose dans la façon dont il était cousu semblait coûteux. La petite médaille en argent brillait dans la pénombre. Il gémit doucement, un son qui toucha directement le cœur de Léo. « Reste ici », dit-il à Maya. Se levant lentement, il s'approcha du chien. Ses pas étaient mesurés, sa voix basse. « Salut mon pote, tu t'es perdu ». Il s'agenouilla, tendant la main, paume vers le haut. Le chien hésita, puis fit un pas en avant, le nez frétillant, reniflant l'air autour de lui. Il n'y avait aucune agressivité dans ses yeux, juste une profonde tristesse. Léo avait déjà vu ce regard dans le miroir. Il finit par atteindre le chien et saisit doucement son collier. Le cuir était souple et doux. La médaille n'était pas un disque en aluminium bon marché provenant d'un distributeur automatique dans une animalerie. C'était un morceau d'acier épais et poli sur lequel était gravé un seul mot, Orion, et un numéro de téléphone en dessous. Pas de nom, pas d'adresse, juste une déclaration discrète de valeur. Léo soupira en passant la main sur la tête du chien. Son pelage était comme de la soie. Il regarda Maya
qui observait la scène avec impatience. Son petit visage était un mélange d'espoir et d'inquiétude. « Eh bien, Orion, murmura-t-il, voyons si nous pouvons te ramener chez toi. Et toi, à la place de Léo, tu aurais gardé Buddy pour la nuit ou appelé tout de suite? Écris, gardeur ou appelé en commentaire. » Le chien lui lécha la main, un geste de confiance qui lui sembla à la fois bienvenu et immérité. Léo savait qu'il aurait dû simplement appeler le numéro pour en finir, mais une partie de lui redoutait cela. Un chien aussi bien dressé appartenait à un monde qui n'était pas le sien, un monde où les objets perdus étaient retrouvés avec des récompenses et du soulagement, et non avec la peur silencieuse et consciente de ce qui allait suivre. Pour l'instant, cependant, il était simplement assis là, sur le sol froid, avec un chien perdu et une fille qui était déjà en train de tomber amoureuse, et pendant un bref instant, le poids sur ses épaules lui sembla un peu plus léger. Maya le baptisa Buddy avant même qu'il ne rentre à l'appartement. Léo avait essayé de lui expliquer que le chien avait déjà un nom, Orion, mais Maya avait insisté pour dire que c'était son nom sophistiqué et que Buddy était son nom d'ami. Le chien semblait d'accord, trottant à ses côtés avec une nouvelle détermination. Sa queue n'était plus repliée, effrayée, mais remuait à un rythme régulier et plein d'espoir. Léo les regardait, le cœur battant. Il savait que c'était temporaire, un moment de joie éphémère, avant que la réalité ne revienne s'écraser sur eux, mais voir la façon dont les yeux de Maya s'illuminaient lorsqu'elle murmurait des secrets à l'oreille du chien rendait impossible de se précipiter vers l'appartement. Le chien s'installa sur le tapis usé près du canapé comme s'il avait vécu là toute sa vie. Il n'aboyait pas, il ne faisait pas les 100 pas. Il les observait simplement de ses yeux ambrés intelligents, tel un observateur silencieux. Dans leur petit monde chaotique, Léo sortit son téléphone, la plaque argentée froide contre sa paume. Il fixa le numéro pendant un long moment, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Son instinct lui disait d'attendre, de laisser Maya profiter de ce moment pendant encore 1 heure, une soirée de plus. Mais il savait que cela ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Il prit une profonde inspiration et composa le numéro. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, une 3e fois. Il était sur le point de raccrocher, convaincu que le numéro n'était plus en service, lorsqu'une voix répondit. C'était une voix de femme, grave et calme, mais avec une nuance d'autre chose, de tension peut-être, ou d'épuisement. « Allô » dit-elle. Léo s'éclaircit la gorge, sa propre voix semblant plus rauque qu'il ne l'aurait cru. « Bonjour, je crois que j'ai votre chien. » Il y eut un silence, puis un halètement brusque à l'autre bout du fil. « Orion » demanda-t-elle, sa voix désormais empreinte d'un espoir désespéré qui transparaissait derrière son calme apparent. « Il va bien ?»« Il va bien » répondit rapidement Léo. « Il est en sécurité ici. Nous l'avons trouvé dans le parc. » Le soulagement dans son souffle était audible. « Merci » murmura-t-elle. « Merci beaucoup. Où êtes-vous ? Je peux être là dans 20 minutes. » Léo lui donna l'adresse d'un petit café à quelques pâtés de maison, un lieu public neutre qui semblait plus sûr que son propre foyer fragile. Il ne voulait pas qu'elle voie la peinture écaillée sur sa porte, ni qu'elle sente la légère odeur d'inquiétude qui flottait dans le couloir. Il voulait lui remettre le chien, recevoir un remerciement poli et disparaître à nouveau dans l'anonymat de sa propre vie. « Je vous y retrouverai, » dit-elle, d'une voix plus calme et plus posée. « Je ne vous remercierai jamais assez. » Après avoir raccroché, il regarda Maya. Elle était assise par terre à côté du chien, le bras posé sur son dos, la joue appuyée sur son pelage doré. Elle leva les yeux vers lui, le regard déjà entendu. « Sa maman va venir, n'est-ce pas ?» Léo acquiesça lentement. « Oui, ma petite, sa maman va venir. » Il se prépara à des larmes, à une crise de colère, mais Maya se contenta d'acquiescer solennellement et serra le chien plus fort dans ses bras. « D'accord, » murmura-t-elle dans sa fourrure. « Au moins, nous avons pu être son amie pendant un petit moment. » Et la maturité tranquille de sa voix brisa le cœur de Léo, plus que n'importe quelle explosion de colère n'aurait pu le faire. Le café bourdonnait du murmure des conversations de l'après-midi, l'air était chargé de l'odeur de l'espresso brûlé et de la cannelle. Léo était assis à une petite table près de la fenêtre, une main autour d'une tasse de café noir. Il n'en avait pas les moyens, mais il l'avait acheté quand même, juste pour avoir une raison d'être là. Buddy était couché à ses pieds, la tête posée sur les bottes de travail usées de Léo, sa queue battant un rythme doux contre le pied de la table. Maya était assise en face de lui, son chocolat chaud intact, regardant par la fenêtre, observant chaque voiture qui passait. Léo avait choisi cet endroit pour son anonymat, mais maintenant, il le trouvait trop lumineux, trop exposé. Il sentit le picotement familier de l'insuffisance lui parcourir l'échine.
Il portait sa chemise en flanelle la plus propre, mais elle avait encore une petite tache de peinture sur le poignet. Son jean était usé aux genoux et ses mains, malgré tous ses efforts pour les nettoyer, ne parvenaient jamais à effacer complètement les traces de son travail. Les callosités, les légères traces de graisse incrustées dans sa peau. Il n'avait pas sa place dans un monde où les gens possédaient des chiens qui semblaient tout droit sortis d'une publicité pour un shampoing. C'est alors qu'une voiture s'arrêta au bord du trottoir. Une berline noire, élégante, si bien polie qu'elle reflétait le ciel gris comme un miroir sombre. Elle n'était pas tape à l'œil, mais elle était chère d'une manière qui n'avait pas besoin d'être annoncée. La porte s'ouvrit et elle sortit. Léo retint son souffle. Elle était grande et mince, vêtue d'un simple jean foncé, d'un pull en cachemire gris et d'un manteau en laine sur mesure. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon lâche dans la nuque, et son visage était dépourvu de maquillage, mais elle possédait néanmoins une élégance discrète qui la distinguait des autres. Elle se déplaçait avec une grâce à la fois naturelle et travaillée, comme quelqu'un qui avait l'habitude d'être observé, mais qui avait appris à faire semblant que ce n'était pas le cas. Elle s'arrêta sur le trottoir, les yeux rivés sur la vitrine du café, et pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. À travers la vitre, il vit une lueur dans ses yeux, du soulagement, certes, mais aussi une profonde lassitude, une vulnérabilité qui semblait en contradiction avec son apparence soignée. Elle poussa la porte, et la petite clochette au-dessus tinta doucement. Buddy redressa la tête et poussa un petit gémissement, sa queue remuant maintenant à toute vitesse. « Orion », dit-elle d'une voix douce et pleine d'émotion. Elle s'agenouilla, et le chien se retrouva instantanément dans ses bras, la tête enfouie dans son manteau, tout son corps tremblant de joie. Léo se leva lentement, Maya toujours figée sur son siège. Elle les observa longuement, le visage impassible. Puis, elle se tourna enfin vers Léo, les yeux remplis d'une admiration silencieuse qui n'avait rien à voir avec la voiture de luxe ou le manteau en cachemire. « C'est sa mère », pensa-t-il, et d'une certaine manière, cela suffisait amplement. Les retrouvailles furent un tourbillon de mots doux et de caresses tendres. Clara ne sanglotait pas et ne faisait pas de scène. Elle tenait simplement le chien, les yeux fermés, comme si elle s'ancrait à la seule chose solide dans son monde. Léo et Maya restèrent en retrait, lui laissant l'espace dont elle avait besoin. Ils avaient que l'impression de s'immiscer dans un moment intime, une prière silencieuse exaucée. Après un long moment, elle se leva enfin, écartant une mèche de cheveux blonds de son manteau. Elle se tourna vers Léo, les yeux encore brillants de larmes contenues. « Je ne sais pas comment vous remercier », dit-elle, la voix chargée d'émotion. Léo secoua simplement la tête. « Je suis heureux qu'il soit sain et sauf. C'est tout ce qui compte. »« C'est vrai », dit-elle. « Mais vous avez fait plus que simplement le retrouver. Vous l'avez protégé. Vous avez été gentil. » Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un mince portefeuille en cuir. Elle en retira une épaisse liasse de billets de 100 $ et la lui tendit. « S'il vous plaît, » dit-elle, « prenez ça. C'est le moins que je puisse faire. » Léo regarda l'argent, puis la regarda à nouveau. Et quelque chose en lui se rebella. Ce n'était pas de la fierté, pas exactement. C'était quelque chose de plus profond, un instinct de protection de la seule chose qui lui restait, son intégrité. « Non, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « je ne peux pas accepter. » Clara cligna des yeux, visiblement surprise. « Mais vous le méritez. Vous avez retrouvé mon chien. »« Je ne l'ai pas fait pour une récompense, » dit Léo en la regardant dans les yeux. « Je l'ai fait parce qu'il était perdu. Si ce moment t'a touché, laisse un j'aime maintenant. Ça nous aide à continuer cette histoire. Et ma fille est tombée amoureuse de lui pendant 1 heure, ça me suffit. » Il pouvait voir la confusion dans ses yeux, la façon dont elle avait du mal à accepter son refus. Dans son monde, les gens ne refusaient pas l'argent. Ils négociaient pour en obtenir davantage. Ils utilisaient la gentillesse à leur avantage. Son simple refus l'avait déstabilisé. Il la vit jeter un coup d'œil à ses bottes usées et au col effiloché de sa chemise, et il sut qu'elle le prenait pour un idiot. Mais il s'en moquait. Maya finit par se lever de sa chaise et s'approcha du chien. Elle lui caressa doucement la tête. « Au revoir, mon pote », murmura-t-elle. Clara la regarda, puis se tourna vers Léo, une nouvelle expression apparaissant sur son visage, quelque chose qui s'apparentait au respect, voire à l'admiration. Elle rangea lentement l'argent dans son portefeuille. « Je suis désolée, dit-elle. Je ne voulais pas vous offenser. » Léo acquiesça, acceptant ses excuses tacites. « Ce n'est pas grave. » Alors qu'elle se retournait pour partir, son chien trottant joyeusement à ses côtés, elle s'arrêta à la porte et se retourna vers lui.
Je m'appelle Clara, dit-elle, et je vous dois plus que je ne peux le dire. Sur ces mots, elle disparut, la cloche sonnant son départ, laissant Léo et Maya dans un silence à la fois vide et plein. Il regarda sa fille qui fixait la porte avec un petit sourire triste sur le visage. « Elle était gentille, papa, » dit Maya doucement. « Oui, ma chérie, » répondit-il en posant sa main sur sa tête. Elle l'était. Et tandis qu'il regardait la berline noire s'éloigner du trottoir, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il venait de rencontrer quelque chose de bien plus précieux et de bien plus compliqué qu'un chien perdu. L'appartement semblait plus froid et plus calme après leur retour. L'absence du chien était palpable. Il y avait un espace vide sur le tapis. Là où il était couché, un silence. Là où l'on entendait le doux battement de sa queue. Maya était abattue. Elle ne pleurait pas, mais la lumière dans ses yeux s'était éteinte. Elle était assise sur son lit avec son bloc à dessin, esquissant un golden retriever avec un sourire tordu et une auréole d'étoiles autour de la tête. Léo l'observait depuis le seuil de la porte, le cœur lourd. Il avait fait ce qu'il fallait, la seule chose possible. Mais il ne se sentait pas bien. Il avait l'impression de lui avoir enlevé quelque chose de précieux. Pas seulement le chien, mais aussi la brève croyance magique que de bonnes choses pouvaient apparaître dans leur vie sans qu'elles aient un prix. Il entra dans la cuisine et fixa l'avis d'expulsion toujours glissé sous la corbeille à fruits. Les 94 $ dans son portefeuille lui semblaient dérisoires. Un rappel cruel de la précarité dans laquelle il vivait. La récompense offerte par Clara lui revint à l'esprit. Une épaisse liasse de billets qui aurait pu tout régler. Le loyer, la nourriture, le radiateur cassé dans le salon. Cela leur aurait permis de gagner du temps, 1 mois, peut-être 2, un peu de répit. Mais il n'aurait pas pu accepter. Pas à ce moment-là. Ne jamais accepter son argent aurait été comme admettre que sa gentillesse avait un prix, que son intégrité était à vendre, et c'était la seule chose qu'il refusait de laisser le monde lui prendre. Il passa une main dans ses cheveux, s'appuyant contre le comptoir, alors que le poids de tout cela l'écrasait. C'était un homme bon, un bon père, mais la bonté ne payait pas les factures. Elle ne réparait pas un monde brisé, ni ne guérissait le cœur brisé d'une petite fille. Il entendit un léger reniflement dans l'autre pièce et se rendit auprès de Maya. Elle leva les yeux de son dessin, les larmes brillant dans ses yeux. « Tu crois qu'on le reverra un jour ?» demanda-t-elle d'une voix faible et fragile. Lo s'assit sur le bord de son lit et la serra dans ses bras, la gorge serrée. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit-il honnêtement. « Mais je suis content que nous l'ayons rencontré, pas toi. » Maya acquiesça, enfouissant son visage dans sa chemise. « Moi aussi. » Il la serra longtemps dans ses bras, appréciant l'odeur de son shampoing et la chaleur de son petit corps. Une fragile ancre dans la tempête. Il ne savait pas ce que demain leur réservait. Il n'avait ni plan ni solution. Mais en serrant sa fille dans ses bras, il était sûr d'une chose. Il ne les laisserait pas s'effondrer. Il trouverait un moyen. D'une manière ou d'une autre, il y parvenait toujours. 2 jours passèrent dans un brouillard de ciel gris et de désespoir silencieux. Léo passa son temps à parcourir les sites d'emploi en ligne, à appeler d'anciennes connaissances et à accepter un petit travail de réparation qui lui rapportait juste assez pour payer les courses de la semaine. C'était une solution temporaire, un pansement sur une blessure qui avait besoin de pointes de suture. Il avait l'impression de nager dans un océan de dettes. Chaque petit effort lui permettait de garder la tête hors de l'eau pendant un instant avant que la vague suivante ne menace de l'entraîner sous la surface. Maya était son phare, son seul point de repère dans la tempête. Elle ne mentionna plus le chien, mais il vit le dessin de Buddy collé sur son mur. Un hommage silencieux à leur bref compagnon à 4 pattes le 3e jour, alors que Léo ponçait un morceau de chêne récupéré dans son petit atelier de fortune. Dans le coin du salon, on frappa à la porte. Il n'attendait personne. Il essuya la sueur de ses mains et regarda par le judas, le cœur battant lorsqu'il vit qui c'était. Clara. Elle se tenait dans le couloir, les mains agrippées à la bandoulière d'un sac en cuir. Son expression était hésitante, incertaine. Elle était habillée de manière plus décontractée cette fois-ci, avec un simple manteau noir et des bottes, mais elle semblait toujours appartenir à un autre monde, un monde aux lignes épurées et à la confiance tranquille. Léo ouvrit lentement la porte, la chaîne toujours enclenchée. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, d'une voix plus prudente qu'il ne l'aurait voulu. Clara croisa son regard, ses yeux scrutant son visage. « J'espère que je ne dérange pas, » dit-elle. « Mais j'étais dans le quartier et j'avais envie de... » dit-elle, comme si elle ne savait pas comment terminer sa phrase. « Vous aviez envie de quoi ?» demanda Léo, la main toujours sur la porte. Clara prit une petite inspiration. « Je voulais savoir si vous seriez disposé à construire quelque chose pour moi. »
Léo cligna des yeux. Construire quelque chose. Une étagère, dit-elle. Une petite, pour mon bureau. J'ai vu vos outils de menuiserie lorsque vous avez ouvert la porte l'autre jour, et je me suis souvenu avoir vu certaines de vos réalisations sur Internet il y a quelque temps. Vous êtes Léo Thorne, le menuisier, n'est-ce pas? Il était stupéfait. Elle connaissait son nom, son travail. Il avait un petit portfolio en ligne, une collection de photos de tables et de chaises qu'il avait construites il y a des années, lorsqu'il avait encore un véritable atelier et un flux constant de clients. Il ne l'avait pas mis à jour depuis plus d'1 an. « C'est moi », dit-il lentement. « Mais je ne prends plus vraiment de commandes de ce genre. S'il vous plaît, dit-elle d'une voix douce mais insistante, je vous paierai pour votre temps. Bien sûr, je n'accepterai pas de refus cette fois-ci. » Ses yeux fixaient les siens, et il y vit quelque chose qui n'était ni de la pitié, ni de la charité. C'était une demande sincère, une bouée de sauvetage déguisée en meuble. Il hésita longuement, la partie rationnelle de son cerveau lui criant que c'était une erreur, que la laisser entrer dans son monde ne ferait que compliquer les choses. Mais il pensa alors à l'avis d'expulsion, au regard de Maya et aux $94 qui n'étaient plus que 63. Il retira lentement la chaîne et ouvrit la porte. « Entrez », dit-il. « Parlons de la bibliothèque. » L'appartement semblait plus petit avec Clara à l'intérieur. Sa présence semblait occuper tout l'espace, remplissant les recoins où régnaient habituellement la poussière et le silence. Elle se tenait près de la porte, observant tout autour d'elle. Les meubles usés, la pile de livres empruntés à la bibliothèque sur la table basse, la légère odeur de sueur qui flottait dans l'air. Elle ne plissa pas le nez et ne jeta pas de regard critique. Au lieu de cela, elle regarda le meuble à moitié terminé dans le coin, une pièce de menuiserie complexe que Léo avait été contraint d'abandonner. « C'est à vous » demanda-t-elle, ses doigts effleurant les détails sculptés. Léo acquiesça. C'était une commande qu'un client avait annulée. « C'est magnifique » dit-elle, sa voix empreinte d'une admiration sincère qui le prit au dépourvu. Les gens ne remarquaient généralement pas les détails, la façon dont le grain du bois était assorti, la finition lisse. Ils ne voyaient qu'un meuble, mais elle voyait l'artisanat, le talent artistique. Maya passa la tête par la porte de sa chambre, les yeux écarquillés lorsqu'elle vit leur visiteuse. « C'est la maman du chien », murmura-t-elle à Léo, assez fort pour que Clara l'entende. Un petit sourire effleura les lèvres de Clara. « Tu peux m'appeler Clara ?» dit-elle gentiment à Maya. « Et ceci est pour toi. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit carnet de croquis et un ensemble de crayons de couleur. Pas les crayons bon marché du magasin à $1, mais des crayons de qualité artistique dans une gamme de teintes riches. Le visage de Maya s'illumina comme un feu d'artifice. « Waouh !» souffla-t-elle en prenant le cadeau avec une révérence habituellement réservée aux objets sacrés. « Merci. » Le sourire de Clara s'élargit. « Je pense qu'un autre artiste devrait avoir les bons outils. » Léo observa la scène, une chaleur envahissant sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le radiateur qui crépitait dans le coin. Il s'était attendu à ce qu'elle soit maladroite ou condescendante. Mais ce n'était pas le cas. Elle parlait à Maya, non pas comme à une enfant qu'il fallait apaiser, mais comme à une égale. C'était un petit geste, simple, mais qui signifiait beaucoup. Ils passèrent de l'heure suivante à discuter de la bibliothèque. Clara avait une vision claire, un design simple aux lignes épurées et une teinte sombre qui s'harmoniserait avec les livres qu'elle collectionnait. Elle ne négocia pas le prix et ne remit pas en question sa méthode de travail. Elle se contenta d'écouter, acquiesçant, tandis qu'il esquissait un croquis sur un morceau de bois. « J'aurais besoin d'un acompte pour les matériaux », dit-il finalement, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Bien sûr », répondit Clara sans hésiter. Elle lui fit un chèque d'un montant plus que généreux, couvrant le bois, la teinture et 1 mois de loyer complet. Il fixa le montant pendant un long moment, la gorge serrée. « C'est trop », dit-il. « C'est ce que vaut votre travail », répondit-elle, le regard inébranlable. « Ne laissez personne vous dire le contraire. » Alors qu'elle se levait pour partir, elle s'arrêta à la porte. « Je serai en ville pendant quelque temps, » dit-elle. « Faites-moi savoir quand ce sera prêt. » Léo se contenta d'acquiescer, incapable de trouver les mots pour la remercier. Après son départ, il resta debout dans le silence de son appartement, le chèque dans la main, à la fois comme une bouée de sauvetage et un poids. Il ne savait pas à quel jeu elle jouait, ni pourquoi elle l'avait cherché. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une étincelle qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des mois. L'odeur du pain fraîchement coupé emplissait le petit appartement. Un parfum pur et terreux qui masquait temporairement l'odeur omniprésente de poussière et d'inquiétude. Léo avait transformé son salon en atelier de fortune, une bâche recouvrait le sol, et ses outils étaient disposés en rangées bien ordonnées.
Il travaillait avec une intensité qui frôlait l'obsession. Chaque coupe était précise, chaque jointure parfaite. Cette bibliothèque n'était pas seulement une commande, c'était un test, une chance de prouver à lui-même et à la mystérieuse femme qui était apparue dans sa vie qu'il était toujours l'artisan qu'il avait été. Il perdit la notion du temps, les jours se confondant dans un rythme de sciage, de pensage et de teinture. Maya s'asseyait sur le canapé après l'école pour faire ses devoirs et l'observer. Sa présence silencieuse était un point d'ancrage stable dans sa tempête de concentration. Elle lui offrait parfois un verre d'eau ou un biscuit, un geste silencieux de soutien qu'il appréciait plus que les mots. Un après-midi, alors qu'il appliquait la dernière couche de teinture, on frappa doucement à la porte. « C'était Clara », dit-elle en tendant les mains, 2 tasses de café et un petit sac en papier qui sentait la cannelle. « En guise de cadeau de paix », dit-elle avec un sourire. « J'ai pensé que tu devais être à bout de force. » Léo s'essuya les mains sur un chiffon, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Tu as vu juste ?» Il s'écarta pour la laisser rentrer et son regard se posa immédiatement sur la bibliothèque. Elle trônait au centre de la pièce, son bois sombre brillant sous la seule lampe suspendue, ses lignes épurées et élégantes, tout comme elle avait décrit Léo. Elle respira, la voix remplie d'admiration. « C'est parfait, ce n'est pas encore fini, » dit-il rapidement, détournant le compliment. « Je dois encore le laisser sécher, puis le livrer. »« C'est plus que ce que j'imaginais, » dit-elle en faisant le tour, ses doigts effleurant la surface lisse. Elle le regarda, puis son expression devint sérieuse. « Tu as un don, tu le sais ?» Léo haussa simplement les épaules. « Je suis juste un gars qui aime travailler le bois. »« Non, » dit-elle en secouant la tête. « C'est plus que ça. Tu vois la beauté dans des choses que les autres jettent. Tu leur donnes une nouvelle vie, un nouveau but. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds d'une signification tacite qui n'avait rien à voir avec les meubles. Il ne savait pas comment répondre à ce genre d'observation, alors il prit simplement le café qu'elle lui offrait, leurs doigts s'effleurant au passage. Le contact fut bref, électrique, une étincelle de chaleur qui n'avait rien à voir avec la tasse chaude dans sa main. Elle ne se retira pas immédiatement. Et dans ce petit moment de silence partagé, il réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement d'une étagère. Il s'agissait de 2 personnes issues de mondes différents qui trouvaient un langage commun dans le grain d'un morceau de bois. L'étagère était terminée, témoignage silencieux du talent et du dévouement de Léo. Elle se trouvait dans un coin de son salon, attendant d'être livrée, sa teinte cerise foncée brillant d'une profondeur qui semblait absorber la lumière de la pièce. C'était la plus belle chose qu'il ait construite depuis des années, et l'idée de s'en séparer le remplissait d'un étrange mélange de fierté et de réticence. Il avait appelé Clara la veille pour lui faire savoir qu'elle était prête, et elle avait insisté pour venir la chercher elle-même. « J'ai un camion », avait-elle dit d'une voix chaleureuse au téléphone, « et je veux revoir Maya. » Léo avait accepté, le cœur battant la chamade, mais il avait essayé d'ignorer cette nervosité. À présent, il faisait les 100 pas dans son petit appartement, rangeant des choses qui étaient déjà rangées et essayant de calmer les papillons qui virevoltaient dans son estomac. Il ne comprenait pas pourquoi il était si nerveux. Il n'était qu'un menuisier livrant un meuble, mais cela semblait être plus que cela. C'était comme une fin ou un commencement, et il ne savait pas ce qui l'effrayait le plus lorsqu'elle arriva. Elle n'était pas seule. Buddy, le Golden Retriever, bondit hors du camion dès qu'elle ouvrit la porte, remuant joyeusement la queue. Il courut droit vers Maya, qui poussa un cri de joie et tomba à genoux pour le serrer dans ses bras. « Tu l'as amené !» s'écria-t-elle, le visage enfoui dans sa fourrure. Clara sourit en les regardant. Je me suis dit qu'il avait peut-être manqué à son nouveau meilleur ami. Léo se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains enfoncées dans ses poches, essayant de paraître décontracté, mais son cœur battait à un rythme régulier contre ses côtes. « La bibliothèque est prête », dit-il en faisant signe de l'intérieur. Les yeux de Clara s'écarquillèrent lorsqu'elle entra dans l'appartement. « Léo, elle est encore plus belle à la lumière. » Elle s'en approcha, ses mouvements empreints d'une révérence silencieuse qui le rendait à la fois fier et vulnérable. « Tu es un véritable artiste », dit-elle en se tournant vers lui, le regard intense. Léo se contenta de secouer la tête. « Ce n'est qu'une bibliothèque. »« Non ?» dit-elle d'une voix douce mais ferme. « C'est une partie de toi. Elle est honnête et forte, et elle ne prétend pas être autre chose. Ce n'est pas le cas. » Ces mots étaient un baume pour son égo meurtri, une validation dont il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin. Ils chargèrent la bibliothèque dans son camion, une danse minutieuse de levées et de glissements, leurs mains s'effleurant plus d'une fois au cours du processus,
chaque contact provoquant une petite décharge électrique qui persistait longtemps après avoir disparu. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle s'arrêta, la main sur la portière du camion. « J'organise une petite fête chez moi demain soir », dit-elle, sans vraiment le regarder dans les yeux. Une sorte de pendaison de crémaillère, rien d'extraordinaire, juste quelques amis. J'aimerais que Maya et toi puissiez venir. Léo sentit son estomac se nouer. « Je ne sais pas, Clara, nous ne nous connaissons pas vraiment. S'il te plaît, l'interrompit-elle d'une voix sincère. Cela compterait beaucoup pour moi. Il regarda Maya, qui jouait toujours avec Buddy. Son visage était l'image même de la joie pure, et il sut qu'il ne pouvait pas refuser. « D'accord, dit-il d'une voix à peine audible. Nous viendrons. Elle sourit. Un sourire sincère et radieux qui illumina tout son visage. Et pour la première fois, Léo se permit de se demander si, peut-être, ce n'était pas un jeu. Peut-être était-ce quelque chose de réel. L'adresse que Clara lui avait donnée n'était pas celle d'une maison. C'était celle d'un domaine, le genre d'endroit qui avait un nom, pas seulement un numéro sur le portail. Une longue allée sinueuse serpentait à travers une forêt de grands pins menant à une vaste structure de pierre et de verre qui semblait sortir de la colline. Elle était moderne et minimaliste, mais une lumière chaude brillait à l'intérieur, la faisant ressembler moins à une forteresse qu'à un sanctuaire. Léo gara sa berline cabossée devant les imposantes portes en bois, les mains agrippées au volant si fort que ses jointures étaient blanches. Il portait son seul costume, une relique gris anthracite datant d'une autre vie. Il était propre et repassé, mais il avait l'impression de porter un déguisement. Il regarda Maya sur le siège passager. Elle portait sa robe bleue préférée, celle avec des paillettes sur le col, et elle tenait dans ses mains un petit cadeau emballé, un dessin encadré de Buddy qu'elle avait fait pour Clara. « Tu es prête ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Elle acquiesça, les yeux écarquillés, mélange d'excitation et d'admiration. « On dirait un château, papa. »« Oui, ma chérie. Un peu, oui. » Il prit une profonde inspiration et coupa le moteur. Tous ses instincts lui criaient de faire demi-tour et de s'éloigner de ce monde de richesse et de privilèges dont il ne ferait jamais partie. Mais il avait fait une promesse, et il n'était pas du genre à ne pas tenir ses promesses. Ils remontèrent l'allée pavée jusqu'à la porte d'entrée, leurs pas résonnant dans le calme de la soirée. Avant même qu'il ait pu frapper, la porte s'ouvrit et Clara apparut. Elle portait une simple robe noire qui lui arrivait aux genoux. Ses cheveux tombaient en boucles souples et son sourire était sincère et accueillant. « Je suis si contente que vous soyez venu, » dit-elle, les yeux brillants. Elle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Maya. « Et qui est cette belle princesse ?» Maya gloussa et tendit le cadeau. « C'est pour toi. » Clara le prit en murmurant un merci, son regard s'attardant sur le petit paquet maladroitement emballé, comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Elle les fit entrer et Léo eut le souffle coupé. L'intérieur était aussi magnifique que l'extérieur. Un plafond haut, des baies vitrées donnant sur une vue imprenable sur les lumières de la ville et une collection d'art modernes qui coûtait probablement plus cher que tout son immeuble. Quelques personnes déambulaient en sirotant du vin et en discutant à voix basse. Elles étaient toutes impeccablement habillées et leur rire était doux et raffiné. Léo se sentit envahi par un sentiment de gêne. Il était charpentier, un homme couvert de sueur et de callosité, et il se trouvait dans une pièce remplie de personnes qui ne savaient probablement même pas tenir un marteau. Clara dut sentir son malaise, car elle lui toucha doucement le bras, son contact étant comme une petite ancre dans la tempête de son insécurité. « Ne t'inquiète pas pour eux, » murmura-t-elle à son oreille. « La seule personne que je voulais ici ce soir, c'était toi. » La maison était un chef-d'œuvre d'architecture moderne. Des lignes épurées, du béton poli et des murs de verre qui semblaient effacer la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque objet soigneusement choisi respirait la richesse et le bon goût. Léo avait l'impression de se promener dans un musée, pas dans une maison. Il serrait son verre d'eau pétillante, si fort qu'il avait peur de le briser. Il observait Maya de l'autre côté de la pièce. Elle était assise sur un tapis blanc moelleux avec Buddy, la tête penchée, en grande conversation avec le chien, inconsciente du regard discret des autres invités. Clara lui avait présenté quelques-uns de ses amis, un galeriste, un développeur de logiciels, un architecte célèbre. Ils étaient tous polis, charmants et totalement indéchiffrables. Leurs questions étaient voilées, leurs compliments ambigus. Il le regardait avec une sorte de curiosité détachée, comme s'il était une nouvelle œuvre d'art étrange que Clara avait acquise. Il pouvait sentir leur jugement, une chose froide et subtile qui lui donnait la chair de poule et le faisait se sentir petit et déplacé. Il était le charpentier, le cas social, l'homme qui avait trébuché dans un monde où il n'avait pas sa place.
Il s'apprêtait à s'excuser et à partir lorsqu'un homme aux cheveux argentés et vêtu d'un costume parfaitement taillé s'approcha de lui. Son sourire était suave et étudié, mais son regard était perçant et inquisiteur. « Vous devez être Léo », dit l'homme en lui tendant la main. « Je suis Marcus Thorne, le directeur commercial de Clara. » Léo lui serra la main, la sienne lui semblant rugueuse et calleuse en comparaison. Enchanté. Le regard de Marcus se posa sur le costume de Léo, remarquant le tissu légèrement usé et la coupe démodée. « Clara m'a beaucoup parlé de vous, » dit-il d'un ton empreint d'une douceur condescendante. « Elle a un faible pour les chiens errants. » L'insulte était un coup de poignard dans les côtes, tranchant et précis. Léo serra les mâchoires, mais garda une expression neutre. « Et vous devez être celui qui tient la laisse, » répondit-il d'une voix basse et calme. Le sourire de Marcus vacilla un instant, une lueur de surprise passa dans ses yeux avant qu'il ne se reprenne. « Clara est un atout précieux, » dit-il. « Mon travail consiste à la protéger des investissements imprudents. » Le sous-entendu était clair. Léo était un investissement imprudent, un handicap, un risque qu'il fallait gérer. Il s'apprêtait à répondre lorsque Clara apparut à ses côtés, posant légèrement sa main sur son bras. « Marcus, » dit-elle d'une voix froide et tranchante, « je crois que Léo et moi étions sur le point d'aller prendre l'air. » Elle le guida vers les portes vitrées qui menaient à la terrasse, sa prise ferme et protectrice, alors qu'il sortait dans l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, telle une mer d'étoiles lointaines. Il expira sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. « Je suis désolé, » dit-elle, d'une voix pleine d'une rage tranquille. « J'aurais dû savoir qu'il ferait ça. » Léo secoua simplement la tête. « Ce n'est pas ta faute. C'est juste un homme qui a peur de perdre son emprise. C'est un serpent, » dit-elle, « et il n'est pas le seul dans cette situation. » Elle le regarda, puis scruta son visage. « Tu n'es pas obligé de rester. Tu peux partir maintenant, et je comprendrai tout à fait. » Il la regarda à son tour, observant la façon dont la lune illuminait ses cheveux, le feu dans ses yeux, et il réalisa qu'il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas fuir ce monde, ni les gens qui le composaient. Il voulait rester à ses côtés et se battre. Il tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je ne vais nulle part, » dit-il d'une voix ferme et claire, « à moins que tu ne partes. » Et dans le silence de cet instant, sous le vaste ciel étoilé, il sut qu'il n'était plus seulement un charpentier qui avait trouvé un chien perdu, mais un homme qui avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. La terrasse était un sanctuaire tranquille, loin des conversations raffinées et des jugements voilés. À l'intérieur, l'air était frais et vif, portant le parfum léger du pin et le bourdonnement lointain de la ville. Léo et Clara se tenaient près de la balustrade, leurs mains toujours enlacées, une déclaration silencieuse de solidarité dans un monde qui semblait déterminé à les séparer. Il regarda la vue imprenable sur les lumières, une tapisserie scintillante qui s'étendait jusqu'à l'horizon. « C'est ta vie, » dit-il d'une voix calme et murmurée. « Tout cela. » Masidandi. Clara suivit son regard, le visage impassible. « C'est une cage dorée, » dit-elle d'une voix douce teintée d'une tristesse qu'il commençait à comprendre. « Elle est magnifique vue de l'extérieur, mais ça reste une cage. » Elle se tourna vers lui, les yeux reflétant les lumières de la ville. « J'ai passé des années à jouer le rôle que mes parents voulaient que je joue. La fille magnifique, la femme d'affaires brillante, l'hôtesse parfaite. J'ai bâti un empire, mais je me suis perdu dans le processus. » Elle fit une pause, son pouce traçant un léger motif sur le dos de sa main. « Puis j'ai perdu Orion, et d'une manière étrange, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Cela m'a conduite à toi. » Le cœur de Léo se serra dans sa poitrine. Il n'avait jamais été la destination de personne. Il avait toujours été une halte, une solution temporaire, l'homme que les gens laissaient derrière eux. « Je ne suis qu'un charpentier, Clara, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Je ne peux rien t'offrir de tout cela. Je ne veux pas de cela, » dit-elle d'une voix farouche. « Je veux ce que tu as. Je veux la sûre, les callosités et le fromage grillé brûlé. Je veux les moments calmes et les conversations honnêtes. Je veux l'amour que tu portes à Maya, un amour qui ne se mesure pas en cours boursier ou en rapport trimestriel. » Elle s'approcha, son corps effleurant presque le sien. « Tu penses, Kubak, que c'est toi qui n'es pas à ta place ici, » murmura-t-elle. « Mais tu es la seule chose réelle dans toute cette maison. » Ces mots furent comme une clé tournant dans une serrure dont il avait depuis longtemps oublié l'existence. Une serrure sur une partie de son cœur qu'il croyait fermée à jamais. Il la regarda dans les yeux et ne vit pas une milliardaire, mais une femme tout aussi perdue et effrayée que lui. À cet instant, il sut qu'il était en train de tomber amoureux d'elle, non pas pour son argent ou son statut, mais pour les magnifiques fragments brisés de son âme
qu'elle avait eu le courage de lui montrer. Il leva sa main libre et lui caressa doucement le visage, effaçant d'un pouce une larme dont elle n'avait même pas conscience. « Tu n'es pas une vagabonde », dit-il d'une voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Tu es chez toi. » Puis il l'embrassa, un baiser lent et tendre qui était une promesse, une prière et une déclaration d'amour aussi réelle et solide que le bois qu'il avait sculpté de ses propres mains. La fête touchait à sa fin. Les invités partaient lentement dans leur voiture de luxe en échangeant des adieux polis, laissant derrière eux une traînée de verres de vin à moitié vide et le faible écho de rires artificiels. Léo et Clara se tenaient dans le salon, désormais silencieux. Les lumières de la ville, témoins muets du nouveau monde qu'ils venaient de créer. Maya dormait sur le canapé blanc moelleux, la tête posée sur les genoux de Clara, et Buddy était recroquevillé à ses pieds, gardien poilu de ses rêves. Léo regarda la scène devant lui, un tableau domestique si parfait qu'il semblait presque irréel, et il ressentit une pointe de peur, un fantôme familier de son passé. Et si tout cela n'était pas réel? Et s'il se réveillait demain et que tout avait disparu? Clara semblait sentir son malaise, ses yeux doux et compréhensifs. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle d'une voix douce, comme un murmure. Il s'assit sur le bord du canapé, la main posée sur le petit dos de Maya. « Je ne suis pas habitué à ça », admit-il d'une voix basse. « Je ne suis pas habitué à ce que les choses soient aussi belles. »« Moi non plus », dit-elle en caressant les cheveux de Maya. « Toute ma vie, on m'a dit que l'amour était une transaction, une négociation, un moyen d'arriver à ses fins. Mais avec toi, c'est différent. C'est calme et stable, et ça ne demande rien en retour. Essaye d'un épaule. » Elle le regarda alors, le regard fixe. « Moi aussi, j'ai peur, Léo. J'ai peur de tout gâcher, de te faire du mal, à toi et à Maya, de ne pas être la personne que tu crois que je suis. Tu es la personne que je crois que tu es, dit-il d'une voix ferme. Tu es la femme qui s'est agenouillée sur le sol d'un café pour serrer dans ses bras son chien perdu. Tu es la femme qui a vu l'art dans un meuble à moitié fini. Et tu es la femme qui s'est dressée devant une salle remplie de requins pour défendre un homme qu'elle connaissait à peine. » Il tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je me fiche de l'argent, de la maison ou des amis sophistiqués. Je me soucie de toi, Clara, de la vraie toi. » Une larme coula sur sa joue, et elle ne prit pas la peine de l'essuyer. « Personne ne m'a jamais vu comme ça auparavant, » murmura-t-elle. « Personne n'a même jamais essayé. » Ils restèrent assis longtemps dans un silence confortable. Le seul bruit était la douce respiration de leur fille endormie. Les lumières de la ville scintillaient, et la lune projetait une lueur argentée sur le sol. C'était un moment de paix parfaite, une fragile bulle d'espoir dans un monde souvent cruel et impitoyable. Léo savait qu'il y aurait des défis à relever. Il y aurait des obstacles, des jugements, et des gens comme Marcus qui tenteraient de les séparer. Mais en regardant la femme à ses côtés, celle qui avait vu le roi et le charpentier, il savait qu'ils affronteraient tout cela ensemble, car ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Quelque chose qui valait la peine de se battre. Ils avaient trouvé un amour qui ne reposait pas sur la richesse ou le statut social, mais sur les fondations solides de deux cœurs qui avaient enfin trouvé leur chemin vers la maison. Le lendemain de la fête, une douce lumière dorée se répandit à travers les baies vitrées, peignant le salon de teintes d'espoir et de nouveaux départs. Léo se réveilla sur le canapé, le cou raide et la veste de costume froissée, mais le cœur comblé. Il s'était endormi la tête posée sur l'épaule de Clara, une position à la fois étrange et merveilleusement familière. Il s'assit et regarda autour de lui. Clara était dans la cuisine, lui tournant le dos, fredonnant doucement tout en préparant le café. Maya dormait encore à l'autre bout du canapé, son petit visage paisible et serein. C'était une scène de bonheur domestique si parfaite qu'elle lui serrait le cœur. Il se leva et se dirigea vers la cuisine, ses pas silencieux sur le sol en béton poli. « Bonjour », dit-il d'une voix encore endormie. Clara se retourna et lui adressa un sourire sincère et radieux qui fit battre son cœur plus fort. « Bonjour à toi aussi », répondit-elle en lui tendant une tasse de café. « J'allais justement te réveiller. Je pensais que nous pourrions prendre le petit déjeuner sur la terrasse. » Léo prit le café, leurs doigts se frôlant dans une danse désormais familière, empreinte d'une douce électricité. « Je devrais probablement ramener Maya à la maison, » dit-il d'une voix hésitante. « Elle a école demain. »« Je sais, » répondit Clara sans perdre son sourire. « Mais j'espérais que tu resterais encore un peu. Je pourrais demander à mon chauffeur de l'emmener à l'école demain matin. » L'offre était si désinvolte, si naturelle, que Léo mit un moment à la comprendre. Un chauffeur, une école privée,
Un monde de confort sans effort, si éloigné de sa propre réalité, qu'il était sur le point de refuser pour se replier dans le confort familier de ses propres difficultés. Quand il regarda le visage endormi de Maya, elle semblait si paisible, si en sécurité, si à l'aise dans cet endroit luxueux et calme, qu'il comprit qu'il ne pouvait pas lui refuser ce moment de grâce. « D'accord », dit-il d'une voix à peine audible, « nous allons rester. » Ils prirent leur petit déjeuner sur la terrasse, le soleil réchauffant leur visage et la ville s'étendant sous leurs yeux comme un royaume à leurs pieds. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs espoirs, de leurs craintes, de leurs rêves pour l'avenir. La conversation était si honnête et si réelle qu'ils avaient l'impression de se connaître depuis toujours. Après le petit déjeuner, Clara leur fit visiter le domaine, les jardins tentaculaires, l'étang de carpe koi paisible, la salle de sport ultra-moderne. Maya était au paradis, les yeux écarquillés d'émerveillement à chaque nouvelle découverte. Mais Léo ressentait un malaise grandissant. C'était un homme qui travaillait de ses mains, un homme qui trouvait la beauté dans la simplicité et l'humilité, et ce monde d'excès opulent lui semblait à la fois séduisant et étouffant. Il se tenait au bord de la piscine à débordement, contemplant le bleu infini de l'eau. Clara s'approcha derrière lui et posa doucement sa main sur son dos. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle d'une voix douce et inquiète. « Je n'ai pas ma place ici, Clara, » murmura-t-il. « Ce n'est pas mon monde, ce n'est pas une obligation, » dit-elle d'une voix ferme. « Nous pouvons créer notre propre monde, Léo. Un monde qui soit un mélange des nôtres. Un monde où un charpentier et une héritière peuvent construire une vie ensemble. » Elle le fit se tourner vers elle, ses yeux cherchant les siens. « Je t'aime, Léo Thorne, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « Je t'aime pour ta gentillesse, ta force, ton intégrité. Je t'aime pour l'homme que tu es. Tu n'es pas l'homme que tu penses devoir être. » Ces mots furent comme un raz de marée qui le submergea, balayant ses derniers doutes et ses dernières craintes. Il plongea son regard dans le sien et y vit le reflet de son propre amour, un amour aussi profond et vaste que le ciel au-dessus d'eux. « Je t'aime aussi, Clara, » dit-il. Sa voix était étranglée par un bonheur qu'il n'aurait jamais cru ressentir à nouveau. Et alors qu'il la serrait dans ses bras, il sut qu'il avait enfin trouvé son véritable nord, son port d'attache, son foyer pour toujours. Ils passèrent le reste de la journée dans une bulle de bonheur, d'amour et de rire. Ils jouèrent avec Buddy. Dans le jardin, ils nagèrent dans la piscine. Ils lurent des histoires à Maya dans la bibliothèque. Ce fut une journée de joie simple, une journée qui leur donna l'impression d'une vie entière de bonheur, condensée en quelques heures précieuses. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils s'assirent sur la terrasse, regardant le ciel passer de l'or au rose, puis à l'indigo profond. Les lumières de la ville commencèrent à scintiller une à une, un spectacle magique qui reflétait la lumière dans leur propre cœur. « J'ai une idée », dit Clara d'une voix douce et pensive. « Une idée qui pourrait tout changer. » Léo la regarda, curieux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je veux créer une fondation, » dit-elle, les yeux brillants d'une nouvelle détermination. « Une fondation qui aide les artistes et les artisans en difficulté comme toi, des gens qui ont un don mais qui n'ont pas les moyens de le partager avec le monde. Nous pourrions leur fournir des subventions, des studios, une plateforme pour présenter leur travail. Nous pourrions l'appeler la Fondation Thorne. Abonne-toi pour la suite. La Fondation, les choix impossibles. Et tout ce que cette rencontre va changer. » Léo resta sans voix. L'idée était si audacieuse, si généreuse, si typique de Clara qu'elle lui coupa le souffle. « Tu ferais ça ?» demanda-t-il, la voix pleine d'admiration et d'incrédulité. « Pour moi ? Pour nous ?» répondit-elle en cherchant sa main dans la pénombre. « Pour toutes les personnes qui attendent simplement que quelqu'un croie en elles. » C'était une idée folle, un beau rêve impossible. Mais en la regardant dans les yeux, il savait qu'avec elle, tout était possible. Ils créeraient cette fondation ensemble. Ils construiraient une vie ensemble. Ils construiraient un avenir aussi solide et aussi beau que l'amour qui les avait réunis. C'était un avenir né d'un chien perdu, d'une rencontre fortuite et d'un amour qui avait défié toutes les probabilités. C'était un avenir écrit dans les étoiles et gravé dans leur cœur. La nouvelle de la fondation de Clara se répandit comme une traînée de poudre dans toute la ville. Une histoire réconfortante qui captura l'imagination du public. La milliardaire recluse qui avait tourné le dos au monde des affaires pour défendre la cause des artistes en difficulté. C'était un récit si captivant, si romantique, qu'il devint le sujet de conversation de toute la ville et que les journalistes se bousculaient pour obtenir des interviews. Les philanthropes promirent leur soutien et le monde de l'art bouillonnait d'anticipation. Mais Clara restait insaisissable. Elle déclina toutes les demandes d'interview,
Elle refusa d'être photographiée. Elle laissa le travail de la fondation parler de lui-même. Elle et Léo travaillèrent sans relâche dans les coulisses pour construire la fondation à partir de zéro. Ils louèrent un petit bureau dans un immeuble quelconque au cœur de la ville. Un espace bien loin du siège opulent de l'empire de son père, mais un espace rempli de détermination et de passion. Ils engagèrent une petite équipe de personnes dévouées qui partageaient leur vision et commencèrent à passer au crible des centaines de candidatures d'artistes et d'artisans de tous horizons. C'était une tâche intimidante, mais aussi incroyablement gratifiante. Ils ont découvert une multitude de talents cachés, une communauté d'âmes créatives qui n'attendaient qu'une chance de briller. Un jour, alors qu'ils examinaient le portfolio d'un jeune sculpteur qui travaillait avec du métal recyclé, Léo est tombé sur un nom familier, Marcus Thorne, ancien directeur commercial de Clara. Son premier réflexe a été de rejeter la candidature, la considérant comme une tentative cynique de regagner les faveurs de Clara. Mais il a ensuite regardé de plus près les photos des sculptures. Elles étaient brutes et puissantes, empreintes d'une beauté désespérée qui témoignait d'un homme qui luttait pour trouver sa voie. Il a montré le portfolio à Clara sans faire de commentaires. Elle l'a étudié longuement, le visage impassible. « Qu'en penses-tu » lui a-t-il demandé d'une voix neutre. Elle a levé les yeux vers lui, le regard empreint d'une sagesse tranquille. « Je pense que tout le monde mérite une seconde chance », dit-elle d'une voix douce mais ferme, même les serpents. Ils accordèrent la bourse à Marcus, et quelques semaines plus tard, il leur envoya une lettre de remerciement manuscrite. C'était une lettre simple, dépourvue du jargon corporatif habituel et des compliments voilés. C'était une lettre écrite par un homme qui avait été touché par la grâce, un homme qui était enfin prêt à créer quelque chose de réel. La Fondation Thorne devint un symbole d'espoir dans une ville souvent cynique et blasée. Elle témoignait du pouvoir de l'amour, de la gentillesse, de la croyance dans le potentiel de l'esprit humain. C'était un héritage que Léo et Clara avaient construit ensemble. Un héritage bien plus précieux que n'importe quel patrimoine ou portefeuille d'actions. C'était un héritage d'amour, un héritage d'espoir, un héritage qui continuerait à inspirer et à élever les générations futures. L'atelier était un magnifique désordre chaotique. La sûre recouvrait le sol comme une fine couche de neige. L'odeur du bois fraîchement coupé flottait dans l'air et le bruit d'une ponceuse électrique résonnait en arrière-plan. Léo se tenait debout devant son établi, le front plissé par la concentration, tandis qu'il apportait la touche finale à un cheval à bascule sculpté à la main. C'était un cadeau pour le 9e anniversaire de Maya, un travail d'amour qui lui avait pris des semaines à réaliser. La porte de l'atelier s'ouvrit et Clara entra, portant un plateau avec 2 tasses de café fumantes et une assiette de croissants chauds. Elle portait un vieux jean et une chemise en flanelle de Léo, et il la trouvait plus belle que jamais, même dans ses robes de créateur et ses pulls en cachemire. « Pause !» dit-elle d'une voix pleine d'autorité enjouée. Il éteignit la ponceuse et essuya la sueur de son front avec le dos de la main. « Tu me sauves la vie !» dit-il d'une voix pleine d'une sincère gratitude qui faisait encore battre son cœur. Ils s'assirent sur 2 tabourets en bois, leurs jambes se frôlant tandis qu'ils buvaient leur café et partageaient un croissant. L'atelier était leur sanctuaire, leur espace commun, un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des pressions et des attentes du monde extérieur. C'était un endroit où un menuisier et une architecte pouvaient être simplement un homme et une femme amoureux. « Je pensais, » dit Clara d'une voix douce et pensive, « que nous devrions partir en voyage, de vraies vacances, juste nous 3. » Léo la regarda, curieux. « Où irions-nous ?»« Où tu veux, » dit-elle, les yeux brillants. « À la montagne, à la plage, dans une petite ville tranquille où personne ne nous connaît. » C'était une proposition tentante, une chance d'échapper au tourbillon de leur nouvelle vie, de renouer avec les joies simples qui les avaient réunis. Mais Léo savait qu'il n'avait pas besoin d'aller ailleurs pour trouver le bonheur. Il l'avait déjà trouvé ici, dans cet atelier désordonné et magnifique, dans les moments de calme et les rêves partagés. « Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs, » dit-il d'une voix pleine d'une certitude tranquille. « Nous sommes déjà chez nous. » Clara sourit, le cœur débordant d'un amour aussi profond et vaste que le ciel. Elle se pencha vers lui et l'embrassa, un baiser lent et tendre. C'était une promesse, une prière et une déclaration d'amour aussi réelle et solide que le bois qu'il sculptait de ses propres mains. Ils avaient trouvé leur bonheur éternel, pas dans un château ou une salle de réunion, mais dans la magie simple et ordinaire d'une vie fondée sur l'amour, la confiance et le courage de croire en une seconde chance. C'était une histoire d'amour pour les siècles à venir, une histoire qui serait chuchotée dans les coins tranquilles de la ville, une histoire qui rappellerait à tous que parfois,
Les plus grands trésors ne se trouvent pas dans les grands gestes, mais dans les doux murmures d'un cœur qui a enfin trouvé le chemin de la maison. Des années plus tard, par un après-midi d'automne frais, Léo et Maya étaient assis sous le porche de leur petite maison de campagne, un petit cottage confortable niché dans une vallée de collines ondulantes et de prairies dorées. La Fondation Thorne était devenue un succès retentissant, une organisation autonome gérée par une équipe de professionnels dévoués, laissant Léo et Clara libres de poursuivre leur propre passion. Léo avait ouvert une petite école de menuiserie, où il enseignait son art à une nouvelle génération d'artisans. Clara était devenue mécène, utilisant sa fortune et son influence pour soutenir les artistes émergents et créer un paysage culturel plus dynamique et plus inclusif. Ils s'étaient construit une vie qui était un magnifique mélange de leurs deux mondes, une vie riche en amour, en rire et en sens. Maya était désormais une jeune femme, avec dans les yeux la même flamme et la même intelligence que sa mère, et dans le cœur la même gentillesse et la même compassion que son père. Elle aspirait à devenir écrivain, ses histoires étant imprégnées de la magie et des merveilles du monde qui l'entourait. « Ça te manque parfois ?» demanda-t-elle à son père d'une voix douce et murmurée dans le calme de l'après-midi. La ville, l'effervescence, le rugissement de la foule. Léo sourit, d'un sourire doux et complice. « Parfois, admit-il, mais ensuite je regarde tout cela autour de moi. » Il désigna la vallée dorée, les arbres qui murmuraient, la beauté tranquille de leur maison. « Et je me rends compte que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu ici. » Clara sortit sur le porche, portant un plateau avec 3 tasses de cidre chaud. Elle s'assit à côté d'eux, sa main trouvant celle de Léo dans un geste d'intimité facile. « De quoi parlez-vous tous les deux ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'une curiosité chaleureuse. « Nous parlions juste de la façon dont un chien perdu a changé nos vies pour toujours, » répondit Maya, les yeux pétillants d'une lueur malicieuse. Clara rit d'un rire aussi clair et limpide qu'un ruisseau de montagne. « C'était un chien très spécial, dit-elle. Il savait que nous étions tous un peu perdus, et il nous a aidés à retrouver le chemin les uns vers les autres. Ils restèrent longtemps assis dans un silence confortable, sirotant leur cidre et regardant le soleil se coucher derrière les collines. Le ciel était une toile aux couleurs éclatantes, un chef-d'œuvre de l'art de la nature qui reflétait la beauté de leur propre vie. C'était une vie construite sur les fondations d'un amour qui avait défié toutes les probabilités, un amour aussi fort et durable que les montagnes qui les entouraient. C'était un amour qui témoignait du pouvoir de la gentillesse, de la compassion, de la croyance en la magie des secondes chances. C'était un amour qui était un héritage, un cadeau, une histoire magnifique et intemporelle qui se transmettrait de génération en génération. L'histoire d'un charpentier, d'une princesse et d'un chien très sage qui savait que parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent par un simple acte de gentillesse et un cœur ouvert à la possibilité d'un miracle.